Alors 2018 a été une année extrêmement soutenue puisque de gros dossiers de place ont été traités. 2019 également s'annonce assez fourni. Je suis frappé par l'état dans lequel nous arrivent aujourd'hui les dossiers parce qu'en fait, ils nous arrivent dans un état dégradé, y compris des dossiers où un grand nombre d'emplois sont en jeu, ce qui fait que la marge de manœuvre est évidemment réduite. On a une grosse activité aussi de fermeture de sites ou d'établissements dans des groupes importants et donc de sites ou de filiales sous-performantes. C'est une grosse tendance de notre activité. Et là, souvent, évidemment, le rôle de l'État est tout à fait important. Donc on négocie, notamment à Bercy, en vue de la fermeture de ces sites ou donc de la cession de ces sites pour éviter des fermetures. C'est une des grosses tendances de l'activité. On a des sujets filières aujourd'hui, notamment sur la filière de la presse. On a des sujets sur la sous-traitance automobile et on pressent des sujets en matière de LBO en retournement parce que les multiples qui ont été pratiqués ces dernières années sont importants et souvent quand on est notamment sur des LBO secondaires voire tertiaires, ils sont un peu à la peine aujourd'hui et donc on anticipe un retour des LBO sous-performants. Alors, la directive, on en a le texte depuis mars. C'est un gros travail d'harmonisation qui a été entrepris, un travail considérable. L'objectif du législateur en la matière, c'était de définir un socle commun pour tous les États membres en vue de l'adoption de règles qui permettent la prévention des difficultés, l'anticipation pour permettre de traiter le sort de l'entreprise avant qu'elle ne soit définitivement compromise. Donc le premier objectif, c'était ça, que tous les États se dotent de moyens de prévention. Le législateur l'a fait avec assez de pragmatisme, c'est-à-dire que d'une part, il ne s'est pas enferré à essayer de donner des définitions communes qui auraient pu nous amener sur des terrains un peu scabreux. Est-ce que l'état de cessation des paiements, par exemple, est le facteur déclenchant de l'obligation d'ouverture d'une procédure collective? On n'aurait jamais réussi à se mettre d'accord là-dessus. Donc on a une approche plus fine qui est l'anticipation de l'insolvabilité autour de cette notion d'insolvabilité. Approche pragmatique également parce que les États ont beaucoup de marge de manœuvre dans la transition, enfin dans la traduction, pardon, dans leur droit de la directive. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Tout ça pour dire que, in fine, c'est quand même plutôt le système français qui l'a emporté. Le système français de prévention des difficultés est particulièrement efficient et on a réussi à convaincre effectivement les partenaires européens que c'était plutôt un bon système. Au-delà de ça, il y a des idées intéressantes dans la directive, on verra comment elles seront transposées, qui sont là plus nouvelles par rapport au droit français. Il y a notamment cette histoire de classes entre créanciers, de créer plusieurs classes entre créanciers, avec des pouvoirs différents suivant les classes. En gros, deux idées, on renforce la sécurité des accords de subordination, ce qui est pas mal. Deuxièmement, on donne le droit de vote et de s'exprimer sur le plan à ceux qui sont dans la monnaie, en excluant ceux qui ne sont pas dans la monnaie. On renforce aussi les pouvoirs du juge sur le contrôle de l'équité entre les différentes classes de créanciers. Donc on renforce aussi la notion de privilège de new money. Donc tout cela est effectivement tout à fait intéressant, important, pose de nombreuses questions qu'on aura à résoudre dans les prochains mois en vue de l'adaptation de la directive. Alors la réforme des sûretés est un point important dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de nos procédures collectives. Dans le cadre de la loi Pacte, il est prévu que le gouvernement va pouvoir intervenir par ordonnance pour intégrer la réforme des sûretés et notamment intégrer la réforme des sûretés dans son aspect procédure collective. Il y a eu beaucoup de travaux préparatoires, notamment les travaux de l'association Henri Capitan, qui sont aujourd'hui connus. Donc, c'est un des aspects importants de la loi Pacte et cette réforme des sûretés est très attendue. En gros, ce qu'on peut en attendre, c'est principalement le retour des sûretés réelles.
et un traitement, aujourd'hui la loi, pour faire simple, fait un traitement plutôt privilégié aux créanciers gagistes. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est d'assimiler aux créanciers gagistes tous les créanciers titulaires de sûreté réelle. Et c'est très important, notamment dans le cadre des liquidations, puisqu'on va permettre à tous les titulaires de sûreté réelle de pouvoir se faire attribuer le gage, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, sauf pour le gagiste, et en plus de pouvoir se le faire attribuer non seulement judiciairement, mais aussi conventionnellement, c'est-à-dire en reconnaissant l'efficacité des pactes commissoires. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, et aujourd'hui, ça sera de plein effet. Il y a un certain nombre d'autres mesures de toilettage, de simplification du droit des sûretés, de renforcement du droit conféré au cautionnement. Et tout cela donc, est très important pour améliorer l'efficacité de nos procédures.